Je vous invite à reprendre place, s'il vous plaît. On va redémarrer. Alors, il est sans doute temps de se poser la question des élus locaux et de leur mobilisation. C'est le sujet de cette troisième table ronde qui va nous emmener cette fois en Ille-et-Vilaine et en Ariège, avec deux projets, là aussi soutenus et évalués par le FEJ. Alors, j'appelle sur scène ceux et celles qui les ont portés et évalués. Mona Eugène Maestracci, Maxime Lecoq, Nadine Bégou et Claire Boinvin qui vont me rejoindre sur scène tout de suite. L'Ariège d'un côté, la Bretagne de l'autre. Alors, mobiliser les élus locaux auprès de la jeunesse rurale, des initiatives locales inspirantes. Point d'interrogation. C'est le sujet de cette troisième table ronde. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, on va parler en Ille-et-Vilaine d'un tiers-lieu qui s'appelle Le Parallèle et qui est porteur d'un projet baptisé Laboratoire Jeunesse. À ma droite, Mona Eugène Maestracci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du projet au sein de la Fédération d'animation rurale en Pays de Vilaine. C'est ça. Maxime Lecoq, bonjour. Vous êtes évaluateur de ce même projet, également thésard, je crois. Vous êtes en train de rédiger une thèse sur ce sujet-là. Consultant pour la coopérative de recherche COPESCEM. Voilà, c'est vous qui avez évalué ce projet. À ma gauche, l'Ariège, donc. Le projet s'appelle Agir avec les jeunesses pour un impact rural. Pépinière d'initiative également pour les jeunes citoyens. Nadine Bégou, bonjour. Vous êtes chargée de ce projet, animation du réseau partenarial Territoire éducatif 09. Et puis l'évaluatrice est là également, Claire Boinvin, consultante pour l'agence phare. Alors, on va commencer comme tout à l'heure par une présentation de chacun de ces deux projets. La Bretagne, au pif, vraiment. D'abord, Mona Eugène Maestracci, en quoi consiste ce laboratoire jeunesse et ce tiers-lieu parallèle? Donc le tiers-lieu, le Parallèle, du coup déjà il est situé à Redon. Donc Redon, c'est au milieu de 3 départements et 2 régions. Mais bon, on est quand même en Bretagne, je précise quand même. Et donc le tiers-lieu, le Parallèle, l'objectif principal, c'est l'émancipation des jeunes. C'est administré par des jeunes de 16 à 30 ans. Donc il y a tout un côté hôtel à projet où l'idée c'est de pouvoir accueillir, donc vous avez vu dans la moitié de la vidéo il y avait un peu de son, l'idée c'est de pouvoir accueillir tout type d'initiatives, de projets. On a différents aussi parcours d'accompagnement, donc entre autres le laboratoire jeunesse qui sont un peu des parcours de 3 mois qui permettent d'expérimenter des pratiques artistiques et culturelles en collectif. On a tout un volet aussi sur le prendre soin qu'on a développé au fur et à mesure du coup un peu tout sur les problématiques liées à la santé mentale. Et le dernier volet, c'est tout le côté recherche et développement, puisqu'on travaille beaucoup avec COPESCEM et entre autres Maxime sur l'évaluation de nos actions, essayer de faire des recherches-actions sur nos pratiques professionnelles pour essayer de les améliorer de jour en jour. Vous voulez dire un mot, Maxime, aussi sur le projet en tant que tel, concrètement, comment vous le présenteriez à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Ce que je peux dire, c'est que la conception de tiers-lieu que le Parallèle aborde, c'est la conception un peu originelle du concept, c'est-à-dire une vision sociopolitique. Le concept, je crois que beaucoup le savent maintenant, il vient des États-Unis dès la fin des années 80. Mais ce qu'on dit moins, c'est que c'est d'abord un concept qui part du constat d'une disparition des lieux traditionnels de sociabilité. Et en fait, c'est une critique sociale des États-Unis, de la société libérale des États-Unis et de ses politiques d'aménagement qui réduisent en fait la vie sociale au foyer et au travail. Et c'est pas le lieu sympa entre le foyer et le travail. C'est d'abord une critique sociale. Et donc la vision sociopolitique, c'est de dire que c'est des lieux de sociabilité qui sont le lieu par essence et concret de la démocratie. Donc ça, c'est des travaux de Simmel sur lesquels s'est appuyé Oldenburg sur la sociabilité et qui permettent aux personnes de se retrouver en enlevant leur étiquette sociale. Et on parle à Redon, on va en parler tout à l'heure, de jeunes vulnérabilisés, on va dire, surtout, on vous expliquera pourquoi. Et donc, justement, c'est intéressant d'avoir un lieu où les jeunes vulnérabilisés puissent on va dire se libérer des stigmatisations qui pèsent sur leur parcours de vie. Et puis on est dans l'approche justement qui a été un peu décrite on part des ressources des jeunes et pas une approche par les manques. Voilà. Donc je pense que c'est important de rappeler ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement au Parallèle ?
On fait plein de trucs. Déjà, on est là, c'est-à-dire qu'on accueille à peu près 150 jeunes à l'année et la plupart, parce que du coup, on parle beaucoup d'injonction au projet, de vouloir mettre les jeunes au projet. Mais en fait, la plupart des jeunes qui arrivent, ils n'ont pas du tout de projet. Ils sont des jeunes qui sont dans des situations d'hyper-vulnérabilité, avec des problématiques de précarité multiples, avec des problématiques de santé mentale qui sont parfois très inquiétantes, etc. Donc déjà, l'idée, c'est d'être là, de se refamiliariser avec le collectif. Et après, nous, on part sur les compétences expérientielles des gens, donc de ce qu'ils savent faire. Donc c'est surtout autour de pratiques artistiques, des pratiques culturelles. On a un studio, on a un atelier, on a un free shop, on a aussi des espaces chill, on a une cuisine où on cuisine ensemble. Donc il y a des groupes de parole, il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des pratiques, et il y a aussi surtout des rencontres et tout ça. Et passons à présent à l'Ariège. Alors d'abord, même chose, un mot de présentation du projet, Nadine Bégou, Agir. Où est-on précisément et en quoi consiste ce projet? Je crois que le micro est allumé. Il est allumé? Oui. Merci. Alors oui, donc je suis Nadine Bégou, j'anime en fait un réseau départemental qui s'appelle Territoire Éducatif, qui est un réseau qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Alors l'Ariège, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un département qui est situé au sud de la France. Alors je ne vais pas revendiquer le fait d'être très éloigné d'ici, enfin le plus éloigné d'ici, puisque le Pays Basque l'a déjà revendiqué. C'est le Pays Basque qui gagne. Je pense que ça se joue à quelques kilomètres. Donc c'est le petit triangle en fait qui est en bas de la carte, le petit triangle vert notamment. Et je suppose que les phrases que j'ai déjà prononcées, vous avez bien montré que je venais du sud de la France et non pas du nord. Donc moi je n'ai pas directement animé l'expérimentation jeune en milieu rural. Ce sont des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui l'ont fait. Donc vous avez vu ce matin sur la capsule vidéo. Donc c'est 3 postes, en fait, Laura, Camille et Pierre que vous avez vus, 3 postes qui aujourd'hui n'existent plus, mais on a peut-être l'occasion d'en reparler, je ne sais pas. Donc le réseau Territoire Éducatif, c'est en fait un réseau qui s'est créé autour des politiques éducatives, avec un principe donc d'animer la continuité éducative et pour un public qui va de 0 à 30 ans. Et pendant de nombreuses années, nous avons travaillé sur la question des projets éducatifs de territoire, beaucoup donc sur un public peut-être plus jeune. Et en 2018, donc, nous nous sommes par contre fixés une priorité sur la jeunesse. Et dans le processus donc, que nous avons mis en place, puisque nous avons à partir de là démarré par une photographie de la jeunesse ariégeoise, que nous avons travaillé sur une démarche participative avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès, mais volet sciences de l'éducation. Donc nous avons mis en place un processus qui nous a emmenés à répondre à l'appel à projet du FEJ et à développer donc ce projet qui s'appuie sur 3 axes. Un premier axe qui est l'accompagnement des projets de jeunes, mais dans une logique d'accompagnement de parcours, en fait, dans une logique de cheminer avec le jeune, en fait, et de leur permettre d'avoir une lisibilité de l'environnement. C'est ce qu'a expliqué Morgane et Garance ce matin sur le petit film. Un deuxième volet qui est plus le fait de travailler sur la question des politiques intégrées de jeunesse et donc du dialogue structuré entre élus et jeunes, mais je dirais plus largement entre décideurs et jeunes. Donc en étant vraiment sur une idée de co-construction des projets, on en reparlera certainement aussi. Et un troisième volet donc, qui pour nous nous a mené à vouloir légitimer un réseau d'acteurs de la jeunesse, un réseau élargi au-delà de ce que nous faisions déjà dans le cadre de territoire éducatif, élargi à des acteurs de l'économie, du social, etc., de la santé, même si c'était difficile de légitimer, enfin, d'avoir une légitimité sur l'animation de ce réseau, mais c'était en tout cas une volonté de rendre plus efficiente l'ensemble des actions qui existaient et qui existent encore aujourd'hui sur la question de l'accompagnement des jeunes. Claire Boivin, je rappelle que vous avez été l'évaluatrice de ce projet avec l'agence phare. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur la présentation générale de ce projet Agir?
Effectivement, pendant 3 ans, donc on a suivi l'évaluation en même temps que le déploiement de l'expérimentation. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer en fait dans l'évaluation, c'était vraiment que l'accompagnement de projet, il était au cœur du projet Agir, mais avec une posture assez inédite, assez souple, qui partait du principe que, notamment pour accompagner les jeunes éloignés des institutions, une posture trop institutionnelle ou trop rigide allait en fait les faire fuir. Et donc c'était un accompagnement vraiment sur mesure et en dentelle en fait, quelque chose de très fin, avec une grande disponibilité des 3 accompagnateurs qui a permis de suivre des jeunes sur des projets extrêmement variés, qui allaient de projets très ponctuels de loisirs à l'insertion socio-professionnelle, en passant par des demandes de prestations sociales, par exemple, donc des choses très variées. Le terme de projet qui en soi, qui recouvre une réalité très hétérogène. Et effectivement, ce que disait Nadine, aussi un volet où, au-delà du fait d'accompagner le jeune, essayer de faire évoluer son environnement, et la posture des acteurs qui interviennent auprès des jeunes, justement en mettant en valeur les initiatives de jeunes, notamment auprès des élus, mais pas uniquement, d'acteurs aussi économiques, d'acteurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, pour essayer de faire valoir justement leurs initiatives, notamment, et c'est je pense le sujet de cette table ronde, autour d'actions qui s'apparentent en tout cas à du dialogue structuré, des rencontres entre jeunes et élus. Alors justement, venons-en à ce dialogue entre les jeunes et les élus. Peut-être la même question pour les 2 projets. Pourquoi est-ce que c'est important? Quel intérêt finalement à mobiliser les élus à l'échelle de chaque projet et quelle modalité finalement pour favoriser ce dialogue? Maxime Lecoq peut-être? Retournons à Redon. Alors moi, pour répondre à ça, je voulais peut-être resituer le contexte d'où part cette initiative de tiers-lieu et cette intention de venir interpeller les élus. En 2020, quand la Fédé et de coup Copescem, on est lauréat du FEJ et que la Fédé porte cette initiative de tiers-lieu, le contexte à Redon pour les jeunes, c'est donc le Covid, comme vous l'avez tous compris. Donc c'est faire du collectif dans un temps de restriction de la vie sociale. Globalement, les enjeux des jeunes, c'est que c'est assez caractéristique des milieux ruraux que décrit Benoît Coquart, c'est que c'est les plus dotés, parce que là, je précise, on parle des jeunes adultes, donc plus de 18 ans. Donc c'est les plus dotés qui s'en vont en ville, donc à Rennes, à Vannes, à Nantes. Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont issus de milieux modestes. En plus de ça, Redon est caractérisé par un emploi ouvrier et des emplois peu qualifiés. Donc, ce qui, on va dire, renforce la précarité, en tout cas de ces jeunes qui restent. Au niveau politique, au niveau de la jeunesse, on est sur quelque chose des entrées sectorielles et il n'y a pas un ensemble. Donc, l'Interco et la commune ne travaillent pas ensemble. L'Interco a une entrée économique, politique d'insertion, avec un campus qui est lié à l'économie locale, c'est-à-dire un campus qui est lié sur les métiers de logistique industrielle, donc pour nourrir les industries locales, enfin tout pour amener l'emploi, voilà. Et puis au niveau de la commune, en fait la question jeune adulte, elle est nouvelle parce qu'ils viennent d'avoir une évaluation de leur PEL et le PEL dit qu'il n'y a rien pour soutenir la participation des jeunes. Et la dernière chose que je voulais situer qui est intéressante, c'est qu'en 2020, donc au moment où est lancé le tiers-lieu, il y a la mission locale c'est titré par l'Ouest France. La mission locale s'attache à veiller aux invisibles. Et du coup, ils lancent leur programme des invisibles. Et je trouve que c'est assez signifiant de... En fait, c'est les invisibles, on a parlé des NIT tout à l'heure, c'est un point de vue situé des institutions, c'est une cible d'intervention pour les administrations. Et en fait, appeler comme ça les jeunes, ça témoigne d'une méconnaissance des jeunes et des situations des jeunes. Donc quand le tiers-lieu est lancé, on est dans ce contexte-là. On est dans le contexte des jeunes adultes qui souffrent d'invisibilité et qui, comme le disent des sociologues qui travaillent sur la jeunesse rurale, qui sont dans ça cruel et vaché, on est sur un déni de reconnaissance des jeunes adultes, en gros. Mona. Pourquoi mobiliser les élus? Même chose, c'est finalement un constat, quelle défaillance en amont et quel levier pour y parvenir? Pour compléter ce que disait Maxime, c'est vrai qu'il y avait, il y a déjà forcément une défiance des jeunes adultes envers les politiques, mais il y avait aussi surtout une défiance très forte des politiques envers la jeunesse, encore plus dans ce contexte de Covid où quand même une des seules phrases la première phrase que m'a dit un des élus de Redon à l'ouverture du lieu, c'est à vous utiliser, ça permet de faire en sorte que les jeunes respectent bien le confinement, ce tiers-lieu. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de où on se situait. Donc il y avait quand même une vision quand même de contrôle sur la politique jeunesse et les jeunes adultes. Donc il y avait quand même un enjeu qui était genre juste
assez fort d'essayer de genre juste d'exister, quoi. Donc en fait, en même temps que du coup d'être lauréat du FEJ, on a pu être lauréat aussi d'un projet européen qui s'appelait TELA, où du coup l'idée c'était de se rassembler avec 6 collectifs de jeunes adultes à l'échelle de la Bretagne et du coup d'avoir les moyens de faire plusieurs rencontres à l'échelle régionale pour se constituer en collectif, de prendre conscience de qui on était en tant que collectif de Redon, parce que ça nous permet de se constituer par rapport aux autres collectifs. Ça nous a permis de conscientiser qu'est-ce que ça créait collectivement et individuellement chez les jeunes adultes de s'engager dans un tiers-lieu jeunesse comme le nôtre. Et du coup, ça a permis vraiment d'intégrer les jeunes à la stratégie de plaidoyer et la stratégie politique pour le tiers-lieu. Mais du coup, ça nous a été permis parce qu'on a pris le temps d'avoir ces temps entre pairs, c'est vraiment le mot à la mode, mais genre de vraiment être entre nous, entre jeunes adultes, pour pouvoir se constituer en collectif et du coup d'arriver derrière. Donc ce processus, ça a pris quand même plusieurs mois et donc quand on a eu la rencontre avec les politiques à l'échelle du coup de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle locale, on arrivait avec un plaidoyer qui était fort, avec quelque chose qui était fortement travaillé, où du coup l'idée c'était vraiment de couper les intermédiaires entre les jeunes et les élus, mais de sortir du juste un dialogue. S'il n'avait pas été préparé, ça aurait été en fait les rapports de force, ils sont pas égaux. Entre les jeunes et les élus. Et du coup, là ça nous a vraiment permis de conscientiser un peu ce qu'on faisait et au fait en quoi c'était important. Et du coup, de faire en sorte que les problématiques individuelles des gens devenaient des problématiques collectives et du coup, devenaient des engagements politiques. Les rapports de force ne sont pas égaux, dites-vous. Est-ce que vous constatez un regard descendant des élus à l'égard de la jeunesse et des jeunesses ? C'est même pas descendant, c'est presque de contrôle. En tout cas, c'était la volonté de... Parce que l'idée du tiers-lieu, c'était de créer un projet où il n'y a pas de projet. C'est-à-dire où l'idée, c'est de... Moi, la première phrase, quand on a commencé à mobiliser un collectif et quand on a commencé à réfléchir à la construction du tiers-lieu, parce que du coup, le tiers-lieu est né suite à un an de diagnostic que j'ai fait sur le territoire de Redon, c'était les gars, on a 200 mètres carrés, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'était ça un peu l'idée. Et le labo, c'était un parcours qui permettait pour des jeunes qui arrivent tout seuls et qui sont pas à l'aise d'avoir un petit parcours qui est sécurisant. Mais au fait, ça, c'est un espace de liberté. Et au fait, quand les espaces de participation qui sont proposés par les politiques, c'est des espaces de participation qui sont limités dans une case qui est très, très étroite. Et du coup, d'avoir un espace où on peut faire d'avoir un espace de liberté, ça, en fait, c'est quelque chose qui fait assez peur aux politiques locales parce qu'au fait, ils connaissent pas les jeunes et que de fait, c'était très vite des questions de mais est-ce que ça consomme de la drogue, ils mettent bien le masque, est-ce qu'à 20h, ils sont bien rentrés chez eux. Mais c'était quelque chose qui était... Je pense que on est nombreux ici à partager ce constat-là. Donc, c'était même pas... C'était, je dirais presque plus que de la défiance, quoi. C'était... On vous sent un peu nuancé sur les bénéfices de la mobilisation des élus. Est-ce qu'il y a eu des avancées ? Au fait, moi, ce que j'ai trouvé hyper porteur, c'était tout le processus. C'est-à-dire que le processus, il a été très fort pour les jeunes. Parce que ça, en fait, il faut se dire que c'est des jeunes qui sont justement dits invisibles. C'est-à-dire dits qui sont ni en emploi ni en formation. Et qu'au fait, c'était des jeunes qui n'étaient pas du tout politisés. Et au fait, tout ce cheminement-là, ça leur a permis de vraiment construire une sorte de conscience politique et du coup de se sentir, et c'est hyper valorisant de pouvoir arriver auprès des élus en étant à l'aise et de pouvoir savoir c'est quoi nos volontés, c'est quoi et en fait tout ça c'est des choses qui se travaillent et c'est hyper valorisant pour les jeunes. Il y en a eu plusieurs des rencontres de ce type ? Ouais, du coup aujourd'hui on les maintient dans le temps. On en a eu plusieurs avec des députés pendant les élections législatives par exemple et nous, notre travail, c'est d'essayer justement de rééquilibrer ces rapports de force pour faire en sorte que ces rencontres elles soient fructueuses pour les deux côtés. Parce que si c'est juste de faire de la communication politique, c'était pas très intéressant. Mais justement, est-ce que les stéréotypes sur la jeunesse évoluent, à votre sens, dans le regard des élus également ? Est-ce que tout le monde bouge ?
Maxime Lecoq. Sur les résultats, pour compléter Mona, c'est-à-dire qu'en fait, le travail du parallèle, ça permettait aux jeunes de déployer des actions engagées. Et effectivement, donc TELA, qui était un dialogue structuré là, qui avait vocation à venir interpeller les élus qu'on animait, ça a contribué à conscientiser leurs engagements. Voilà. Donc comme tu l'as très bien dit. Donc tout ça, ça a contribué à leur politisation. Et ça fait que, par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est plus les jeunes qui étaient déterminés en public par les institutions, mais tout d'un coup les jeunes qui se déterminaient eux-mêmes en public. Donc ça a changé quand même la chose. C'est les jeunes qui se racontent et c'est plus les jeunes qui sont racontés. Donc là, on inverse un peu comme disait Mona, on équilibre un peu le rapport de force, déjà à partir de ça. Et après, ce qui était intéressant, c'est que les retombées à plus long terme, c'est quand même qu'aujourd'hui, le parallèle a beaucoup de soutien et de reconnaissance institutionnelle, mais pas au niveau local, au niveau des échelles supraterritoriales, donc de l'État, avec le FEJ, ça a suivi après le Conseil régional, les services déconcentrés de l'État, enfin bref, je vous la fais courte, mais voilà. Par contre, donc, en gros, cette reconnaissance, elle a à double tranchant. Il y a le côté positif de renforcer le contre-pouvoir qu'on vient de décrire là, des jeunes qui se médiatisent par eux-mêmes, qui se constituent en public. Il y a le fait que, du coup, par exemple, comme résultat concret, au bout de 3-4 ans, il y a une focale jeune qui a été instituée dans le contrat local de santé, qui était portée par l'AGLO, parce que c'était une des motifs d'indignation des jeunes, leur état de santé. C'est eux qui médiatisaient ça. Leur autre motif d'indignation, c'était notamment tout ce qui était lutte contre les discriminations de genre, les violences sexistes, les violences sexuelles. Il y avait effectivement aussi la question d'être mal considéré par la communauté des adultes et plus spécifiquement leurs décideurs. Par contre, l'inconvénient de ça aujourd'hui, c'est que en fait, c'est une inflexion de l'action publique locale par le haut. Donc en fait, il y a des résistances et un immobilisme des institutions locales qui, si on reprend par exemple l'interpellation qu'on a pu faire à Redon, la position du maire, c'était de disqualifier les jeunes. C'est-à-dire, vous êtes une minorité des jeunes à être engagés, les autres jeunes, ils ne sont pas vraiment engagés, vous êtes en gros des gauchos, et puis l'action publique, c'est complexe. Moi, j'ai un mandat pour faire ça, vous n'êtes pas légitime pour faire ça. Donc, vous voyez un peu, voilà. Et l'autre chose, c'est que ça fragilise le projet, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une forme, mais je vais aller en raccourci, on peut aller sur ces questions-là après, ils sont dans une forme d'empowerment, mais modèle radical, organisation communautaire. Donc il y a des visées, en plus capacité individuelle, capacité collective d'interpellation, on l'a vu, il y a des visées de transformation sociale. Et là, la transformation sociale, elle est limitée, puisqu'en face, on a une institution, des pouvoirs publics locaux qui ne sont pas favorables de ce contre-pouvoir. Donc voilà la limite, les pour, les plus et les moins de où on en est aujourd'hui, quoi. Et la fragilité du projet aujourd'hui, puisqu'ils sont en proie au cycle des programmes de financement de l'État. Et vous savez le contexte actuel, on ne sait même pas quel est le budget de l'État. Donc voilà. Transition toute trouvée vers l'Ariège, je crois. Pour en revenir d'abord à ce lien entre les élus et les jeunes, est-ce que vous dressez le même constat de cette communication difficile? Et est-ce que ça a facilité les choses, ce projet Agir en Ariège? Je ne sais pas laquelle des deux veut parler d'abord. Alors, oui, je pense qu'il y a plein d'éléments de réflexion qu'on pourrait faire à l'identique. Après, alors, je vais revenir au processus qui nous a emmenés donc à répondre à cet appel à projet. Donc, j'ai parlé de la photographie des jeunesses ariégeoises que nous avons fait donc il y a quelques années, qui nous ont mené à répondre à cet appel à projet. Il y avait deux éléments qui sont ressortis parmi d'autres, hein, dont certaines très surprenantes, mais deux éléments en tout cas. Donc, j'ai parlé d'un tout à l'heure au travers de la notion d'accompagnement des jeunes donc, qui ont manifesté le besoin d'être accompagnés, mais vraiment dans cette idée de découverte d'un environnement qui leur était un peu hermétique. Et on a par contre eu un peu la surprise de voir... Alors, j'ai parlé de photographie sur des questions de chiffres. On a travaillé à partir d'une récolte de 1600 questionnaires donc, qui ont été retournés par des jeunes de 16 à 30 ans environ. Et on a travaillé également à partir d'ateliers participatifs menés par une doctorante notamment dans des établissements scolaires ou dans des espaces publics au travers de porteurs de parole, etc. Donc, ce qui est ressorti, enfin un élément important qui est ressorti, c'était l'attachement que les jeunes ariégeois pouvaient avoir à leur territoire, l'envie qu'ils pouvaient avoir d'y rester ou d'y revenir, et d'y revenir aussi pour participer au développement de leur territoire rural. Ça, c'est ressorti de manière très forte.
Et dans ce cadre-là, on s'est dit effectivement, les jeunes peuvent participer au développement en fait, de l'Ariège et être vraiment des acteurs du développement de l'Ariège. Mais pour ça, ça veut dire qu'il fallait effectivement créer prendre le contre-pied d'un certain nombre de fonctionnements et donc créer des relations aussi différentes entre les jeunes et les décideurs. Parce que la défiance dont vous avez parlé tout à l'heure, pour moi, je pense que c'est une conséquence et que c'est avant tout la conséquence d'une méconnaissance réciproque, autant de la part des jeunes envers les élus que des élus envers les jeunes. Donc notre pari, c'était celui-là, même si c'est affronter une question de temporalité, parce qu'une expérimentation, c'est 3 ans, mais le temps du démarrage, etc., on sait très bien qu'on n'est pas sur 3 ans non plus, qu'on s'est affronté donc à cette problématique de la temporalité et qu'aujourd'hui, on est certainement encore très loin d'avoir créé vraiment cette dimension de rencontre et de connaissance et de reconnaissance mutuelle. Et vous diriez que les regards, néanmoins, ont changé de part et d'autre ? Alors ça, je pense que ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas, sur les événements que l'on a créés, je pense notamment au tremplin que vous avez vu ce matin sur la capsule vidéo. C'est pour ça que je parlais au-delà des élus, il y avait des élus et des décideurs. Je pense qu'effectivement, ça a emmené une autre vision des jeunes, une autre écoute. Alors c'est vrai qu'on était sur une démarche en plus de co-développement sur cette soirée, donc qui a automatiquement emmené chacun à sortir de sa posture. Voilà, les personnes n'étaient pas là en tant que leur fonction, enfin de par leur fonction, mais elles étaient d'abord une personne autour d'une table. Et c'est vrai que ça a permis, je pense, d'emmener une vision différente de part et d'autre. Puisque vous parlez de la capsule vidéo, je voudrais préciser que celle sur le Redon, malheureusement, et on s'en excuse, a été un peu tronquée en matière de son. Elle est disponible sur le site de l'INGEP, d'ores et déjà, donc n'hésitez pas, en sortant d'ici, à la consulter. Il y a le son et tout va bien. Claire Boivin, sur ce changement de regard de part et d'autre entre les élus et la jeunesse, quel est le constat, quelles sont les conclusions de votre évaluation ? Oui, alors peut-être juste pour préciser, même si effectivement la vidéo a été diffusée, concrètement en Ariège, les temps de dialogue entre jeunes et élus, ça a pris la forme de comités de suivi qui ont été organisés à l'échelle de chacun des territoires pilotes, qui étaient en fait des temps où les jeunes présentaient leurs projets et avaient des retours des élus et d'autres décideurs sur ce projet, des questions, éventuellement essayer de commencer à réfléchir à des pistes de travail en commun. Et donc il y a eu ça sur Foix-Varilhes et sur Arize-Lez. Et ensuite il y a eu effectivement ce temps de tremplin départemental à une autre échelle, donc où pour le coup ça a été vraiment fait dans un travail de co-construction où les élus ont été rassemblés autour de la table. En fait, les jeunes ont choisi les acteurs qu'ils souhaitaient voir présents autour de la table et ont vu leur prise de parole, ont été aidés dans la préparation à la prise de parole par la coordinatrice départementale. Donc voilà pour le contexte. Pour ce qui est du changement de regard, je pense qu'effectivement, il y avait en fait ce qui est très fort, enfin, je trouve, en Ariège, c'était qu'il y avait aussi le fait qu'il y avait une très forte interconnaissance en fait, entre les porteurs de projets de l'expérimentation et un certain nombre d'élus, aussi puisqu'il y avait parfois des membres de l'équipe projet qui étaient eux-mêmes élus par ailleurs, ce qui facilitait en fait une circulation de l'information, a fait qu'il y avait une relative visibilité de l'expérimentation tout au long. Donc je pense qu'il y a quand même eu ce travail de fond, d'évolution et de mise en valeur des projets tout au long de l'expérimentation, au-delà de ces temps stricts de préparation, en fait, de présentation des projets lors des comités de suivi et du tremplin. Après, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait certains regards assez stéréotypés. Donc, je rejoins le constat des porteurs de projets bretons, mais c'est vrai que on a aussi eu l'image de certains élus d'une jeunesse à occuper, en fait, qui était, qui potentiellement pouvait, qui s'ennuyait, qui était inactive, qu'il fallait absolument, occuper. Donc, je ne sais pas si ça a permis vraiment de faire évoluer leur regard, puisque les élus n'ont pas forcément compris toujours la vocation de leur association à ces temps, aussi puisque c'est une expérimentation qui, par définition, a une durée restreinte et que le fait que ce soit sur 3 ans n'a pas permis d'organiser ces temps peut-être autant de fois que le porteur de projet l'aurait souhaité. Et donc, on a vu des prémices en fait, de dialogue très intéressants entre jeunes et élus, mais comme ils ne se sont pas reproduits de manière répétée, les élus ont parfois eu l'impression qu'ils étaient dans une logique aussi de soutien, notamment vis-à-vis d'associations d'éducation populaire qui étaient en situation de délégation de services publics ou de convention de soutien. Donc, ils n'ont pas forcément compris exactement en quoi consistait le projet. Parfois,
ont du coup eu l'impression qu'ils n'ont pas vraiment saisi qu'ils étaient aussi censés soutenir les projets, apporter une solution. Et donc en fait, le fait que ce soit resté ponctuel nous a en fait conduit à trouver que ça peinait à faire évoluer de manière durable le regard sur les projets de jeunes. C'est posé aussi la question, je crois, de l'échelle de gouvernance. Ça fait partie des questions posées par votre évaluation ? Oui, effectivement. Alors, plus effectivement à l'échelle de gouvernance des projets, puisque comme je le disais, il y avait 2 territoires pilotes et une coordination départementale, donc en fait un poste attribué à chacun des échelons. Et ce que l'évaluation a montré, c'était aussi que les 2 territoires pilotes avaient des enjeux très différents, puisqu'il y en a un qui est donc celui de Foix-Varilhes, qui est en fait relativement plus doté en institutions que celui d'Arislez, où en fait l'accompagnatrice de projet a eu un rôle beaucoup plus hétérogène en fait, en intervenant sur beaucoup plus de sujets. Elle se définissait elle-même comme psy, mission locale, chauffeur de taxi, puisqu'elle amenait aussi des jeunes, elle prenait des jeunes en stop, etc. Donc avec un rôle beaucoup plus hétérogène, et donc sur la question de l'association des élus, des perceptions assez différenciées du fait que ce soit ou non considéré comme prioritaire, puisque notamment sur Arislez, ce que disait l'accompagnatrice de projet, c'était aussi qu'elle constatait aussi des jeunes en situation de grande précarité, très vulnérables, et que comme elle constatait qu'il y avait peu d'institutions, elle ciblait vraiment son intervention en priorité sur l'accès aux droits, l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle, et en fait c'était compliqué pour elle de potentiellement accompagner en plus de manière pérenne cette question de la prise de parole des jeunes et du dialogue structuré. Tandis qu'à Foix-Varilhes, l'accompagnateur de projet avait en fait déjà il était ancré dans une structure assez importante en fait sur le territoire qui est le PAGIP qui déploie beaucoup d'actions, et il a vraiment pu notamment avoir un gros volet de son poste qui était consacré à l'expression libre des jeunes. Donc il a fait notamment beaucoup de micro-trottoirs, il a accompagné les jeunes à la prise de parole sur une radio locale. Donc en fait, il y a vraiment eu une question de l'échelon de gouvernance en fait, avec des actions qui se sont déployées de manière assez différenciée selon les échelons, mais qui finalement a été appréciée par le porteur de projet, puisqu'ils ont trouvé ça aussi intéressant de tenir compte de leur spécificité territoriale, et ça n'a pas empêché aussi un échelon départemental. Est-ce que cette question se pose également à Redon, celle de l'échelle de gouvernance ? Mona Eugène Maestratu. Non, Maxime Lecoq. Ne vous battez pas, s'il vous plaît. Alors oui, parce que par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rapport, pour concrétiser ça, je crois aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que les financements agglo communes, le tiers-lieu, c'est moins de 10%. C'est 3%. Non, les deux. 7%, voilà. 4% en tout. Donc vous voyez en quoi c'est quand même un truc qui n'est pas trop voulu localement et qui est quand même soutenu par le haut. Donc moi je trouve que dans le contexte dans lequel on est, ça pose surtout dans un contexte où on est tous, je pense, au fait aujourd'hui de la recomposition des politiques jeunesse vers les territoires, avec l'État qui délègue une partie de ses compétences, mais en même temps qui fait du gouvernement à distance, et son rapport aux collectivités territoriales. Il y a quand même un truc qui est quand même assez complexe là-dedans, donc si on parle de gouvernance, je pense que c'est ça qu'il faut interroger. Et après, moi, l'autre truc que je voulais interroger par rapport à l'exemple que nous, on présente aujourd'hui, c'est plutôt interroger les conceptions de ce que c'est l'engagement jeune et ce que c'est la démocratie locale aujourd'hui, parce que nous, on voit bien que ce qu'on a porté aujourd'hui, c'est pas dans les logiciels dominants. Le travail de jeunesse qui fait de la participation citoyenne, c'est de l'exercice fictif, c'est souvent posé comme ça. C'est pas réellement créer un contre-pouvoir de jeunesse, et on voit tout de suite les limites. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ça que ça interroge aujourd'hui dans notre sujet du jour, la mobilisation des élus sur des projets de jeunesse ou sur des collectifs de jeunes. C'est quoi la conception de l'engagement jeune aujourd'hui, globalement, et c'est quoi la conception de la démocratie locale? Et on fait face à des élus, ou en tout cas une plupart. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on développe un nouveau projet de recherche-action en Bretagne, où on embarque toujours les jeunes, on construit avec eux des plaidoyers, mais surtout qui on forme, c'est les élus, les responsables de pôle. C'est eux en fait qu'il faut former clairement. Enfin, aujourd'hui, on a changé la bascule. Pour moi, c'est eux qui doivent le plus bouger. Vous parlez de projet fictif, c'est vraiment l'idée de prendre les jeunes... Non, vitrine, pardon. Ça, c'est le travail de jeunesse sur la participation citoyenne. C'est souvent la dominante, c'est projet fictif. C'est-à-dire qu'on met les jeunes dans des espaces où on ne va pas être en lien avec les vrais espaces décisionnels de pouvoir. Mais donc on les montre comme une... ça peut être des vitrines, mais c'est de l'éducation aussi par l'exercice, par la pratique. Mais ça reste... Il n'y a pas d'emprise sur le pouvoir, quoi. Donc, la plupart des conseils de jeunes, la plupart, pour en avoir animé en plus, la plupart des budgets participatifs n'ont pas de réelle emprise sur les décisions de pouvoir. Donc, c'est de l'exercice fictif de citoyenneté.
Mona Eugène Maestracci, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, en tout cas parce qu'il y avait un truc qui avait été assez marquant quand le maire était venu lors de cette rencontre qu'on avait fait dans le cadre de TELA, c'était non, mais les jeunes ne veulent pas participer. La preuve, il n'y en a aucun qui vienne au conseil municipal. Et donc le conseil municipal, il faut savoir que du coup le public, il est public, hein, il participe pas, hein, on lui demande pas la parole, parce que du coup on a eu un moment où on a failli disparaître parce que notre lieu disparaissait et que du coup on avait besoin d'un autre espace pour pouvoir faire le projet. Du coup, pas bête, les contributeurs du lieu, ils se sont dit « Ah, mais ils nous avaient dit ça !» Et donc, ils sont arrivés à 30 au conseil municipal, devant le conseil municipal. Et là, il était là. Donc, bien sûr, il m'appelle après. Il me fait « Ah non, mais c'est pas ça, la participation. » Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on pense la participation, en fait, il faut se dire, en fait, sur quoi est-ce qu'on veut, on est prêt à lâcher. Alors, si c'est que... l'exemple qui est donné souvent, c'est par exemple, est-ce que sur les mobiliers urbains, si vous avez déjà une idée très précise du mobilier urbain que vous voulez, en fait, dans ce cas-là, dites directement qu'on a le droit entre le rouge et le vert, la couleur du banc. Et en fait, ne dites pas qu'on peut travailler sur le mobilier urbain. Sur la question de la politique jeunesse, c'est pareil. C'est que, en fait, soit on a vraiment un espace où du coup les jeunes peuvent avoir une main prise sur les décisions, sur leur manière de s'engager, etc., et qui répondent à leur réalité, à leur temporalité, parce que la temporalité des jeunes et la temporalité des élus, qu'on n'est quand même pas tout à fait sur le même nombre d'années, ni de mois, ni de jours. Enfin, on n'est pas du tout sur la même temporalité. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'il faut s'accorder avec les élus. C'est qu'en fait, faut que ça soit clair, parce qu'en fait, sinon, forcément, il y a de la déception de la part des jeunes. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a une certaine défiance et que, du coup, il y en a plein qui ne vont pas voter aux élections. Parce qu'en fait, on ne les a jamais écoutés. Donc, et puis, bon, là, le contexte le prouve encore une fois. Ce fonds d'expérimentation pour la jeunesse avait vocation évidemment à avoir une durée limitée. Nadine Bégou, peut-être là-dessus sur les difficultés que suscite cette durée limitée. Est-ce que ça empêche certaines choses? Est-ce que ça vous a semblé limitant qu'il y ait une date de fin? Alors oui, c'est forcément limitant. Je le disais tout à l'heure, notamment les 3 postes qui ont été nous fléchés sur cette expérimentation et certains recrutés, même puisque la coordonnatrice départementale a été recrutée pour cette expérimentation. Donc forcément que c'est limitant quand on voit qu'on n'a pas eu la possibilité de pérenniser ces postes. Après, l'intérêt que ça peut avoir, c'est effectivement comme je disais tout à l'heure, d'inscrire les choses aussi dans un processus et de permettre d'emmener une réflexion et de faire évoluer cette réflexion. La réflexion de la place des élus, moi je pense qu'elle est fondamentale aujourd'hui et qu'il y a besoin de changer des modes de fonctionnement qui sont très verticaux. Et je pense que c'est aussi, la question, je crois que vous avez parlé de la formation des élus, elle est aussi capitale. Nous, on a mis en place en parallèle, donc on a bénéficié aussi d'un programme d'investissement à venir qu'on a voulu vraiment travailler dans le cadre du réseau territoire éducatif en complémentarité de l'expérimentation. C'était donc un programme d'investissement à venir sur la participation citoyenne et qu'on a ciblé spécifiquement sur la participation des jeunes et qui nous ont donc amenés à former aussi des élus, des décideurs, des professionnels, etc., sur cette question de la participation citoyenne et de la participation des jeunes, qui pour moi, je veux dire, c'est un long cheminement. On parle de la participation des jeunes, mais la participation citoyenne au sens large, on pourrait faire exactement les mêmes constats sur la question qu'ont les élus aujourd'hui, d'aborder les questions de participation citoyenne, de participation des populations. On est, nous, plutôt dans cette réflexion de politique de co-construction, comme en parle très bien Jo Spiegel, qui a développé ça dans sa commune d'Alsace. Où l'idée, c'est bien de changer les représentations et de changer surtout les modes de fonctionnement. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans un temps long qui n'est pas celui d'une expérimentation, bien évidemment. Claire Boivin, sur cette question de la durée limitée et des éventuelles difficultés que ça engendre. Oui, c'est sûr que ça a posé question, effectivement, comme le disait Nadine. Après, ça a conduit, du coup, les accompagnateurs de projets ont été très actifs, du coup, dans le fait de faire connaître l'expérimentation et de diffuser aussi certaines postures, certaines pratiques. En particulier, il y a eu un classeur des pratiques qui ont été expérimentées dans ce cadre, qui a été récemment achevé, je crois, par les porteurs de projets ariégeois. Et donc, ça a permis, en fait, de capitaliser assez rapidement aussi
aussi sur ce qui avait été expérimenté et sur la manière d'interpeller les élus. Après, effectivement, je pense que pour ce qui est d'associer les jeunes sur le plus long terme, une limite qu'on a constatée, c'est aussi que sur ces temps en fait, de dialogue entre jeunes et élus, le fait qu'il y ait aussi cette durée qui n'est pas si courte, mais qui peut être courte au regard des enjeux en fait, politiques qu'elle recèle, finalement, ça a permis d'associer des jeunes qui étaient déjà relativement proches en fait, de l'action publique. Ça ne permet pas forcément d'aller toucher vraiment les jeunes les plus éloignés et du coup de mettre en place des démarches très pérennes d'accompagnement. C'est vrai qu'en Ariège, ce qui était super, c'est que, comme Nadine l'a dit, non seulement les élus ont été formés, mais en plus les jeunes ont été accompagnés dans la prise de parole, justement pour éviter qu'il y ait trop de rapports de domination en fait, entre jeunes et élus. Ça, c'était super intéressant et ça aurait été en fait, très intéressant de pouvoir le développer sur le plus long terme pour justement que des jeunes aussi plus vulnérables, plus isolés, moins formés, moins politisés aussi peut-être, ou en tout cas avec des formes de politisation moins institutionnelles, puissent aussi trouver leur place dans ces temps et présenter des projets qui soient aussi, et je rejoins aussi les constats de l'autre expérimentation, mais des projets qui soient aussi moins dans une logique vitrine et qui soient aussi des projets parfois plus petits ou moins structurants, mais qui soient aussi très importants en fait, dans la trajectoire des jeunes. Ça pose aussi la question d'un déploiement éventuel, d'un essaimage, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que vous, dans ce que vous venez de dire notamment sur ces questions, est-ce que vous voyez des aménagements, des difficultés qui rendent possible le déploiement ailleurs ? Par rapport, donc en fait dans le déploiement de ce type de tremplin ailleurs, je pense que ça pourrait être expérimenté. À quelles conditions ? Ouais, à quelles conditions ? À condition en fait d'avoir du coup je le redis, mais une temporalité suffisante, un accompagnement adapté des jeunes pour éviter justement ces situations de sélectivité en fait, de sélection des profils de jeunes accompagnés. Et des élus qui soient aussi prêts en fait, à s'investir sur le long terme, puisque là effectivement on a eu des élus qui étaient présents ponctuellement, mais qui n'étaient pas forcément non plus, et c'est peut-être aussi un autre élément de réponse associé aux gouvernances des expérimentations, ou en tout cas lors de temps assez clés, mais moins lors de temps routiniers. Par exemple des comités techniques, ça aurait pu être... Alors c'est pas facile parfois de trouver le temps de se dégager pour un ensemble de comités techniques et de temps de réunion, mais je pense que ça aurait pu aussi leur permettre d'avoir un regard de plus long cours en fait, sur les projets de jeunes, peut-être un regard moins stéréotypé, de comprendre en fait, concrètement quels étaient les enjeux que rencontraient les jeunes, les difficultés, les leviers sur lesquels ils pouvaient intervenir, et en fait, de les associer plus longuement en fait, et de manière plus structurante. Et de les associer plus tôt peut-être aussi dans la démarche ? Oui, je pense qu'en fait, dans l'idéal, les associer dès le début, peut-être dans une démarche de co-construction, mais est-ce que ça serait possible ? C'est ambitieux aussi. Nadine Bégou ? Je veux bien intervenir, mais pour élargir la question, votre question aussi sur les expérimentations, c'est vrai qu'on se retrouve contraint finalement quelque part, même si ça a un intérêt. Notre coordonnatrice par exemple, départementale disait mais c'est super parce qu'en fait on peut se permettre, et c'est vrai que professionnellement on n'a pas forcément l'occasion de faire ça, se permettre de tester des choses et puis de se dire qu'on s'est trompé, de recommencer, etc. Donc sur ce volet-là, très bien. Sur un volet plus à plus long terme pour un essaimage, etc., moi, j'ai envie de dire, arrêtons les appels à projets. Les territoires ont le couteau sous la gorge aujourd'hui avec des appels à projets qui se multiplient. On passe d'un appel à projet à un autre. Ça crée une forme de précarité pour les associations, c'est ce que oui, c'est aussi effectivement de la précarité pour les associations, parce que les associations sont parfois obligées de tordre leur ligne pour entrer dans des cases et pour effectivement aller chercher des financements dont elles ont besoin. Et on étouffe, je pense, et on bride l'initiative. Voilà, je pense que alors c'est le cas en Ariège, je suppose que c'est partout pareil, il y a beaucoup d'associations qui sont porteuses d'initiatives, qui sont porteuses de démarches très riches. Et je pense qu'aujourd'hui, on les empêche en fait de réfléchir autant, comme elles pourraient réfléchir en fait, et qu'on les oblige à rentrer dans des cases. Attendez, on les bride, mais on les finance tout de même. C'est aussi alors on les finance, mais sur des projets qui sont déterminés d'un niveau national. Alors qu'on a effectivement des associations qui sont elles-mêmes en mesure d'évaluer les besoins et d'être en proposition aussi d'actions qui répondent à des besoins évalués au local, quoi. Peut-être une réaction bretonne sur ce que vient de dire Nadine Bégou.
Je rejoins totalement ce que tu viens de dire là-dessus. Enfin, en fait, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais au fait, la dynamique d'appel à projet comme ça standardise vachement les différentes actions. Et au fait, plutôt que d'essayer, surtout quand on parle de la participation, en fait, d'essayer de saisir déjà de ce qui se passe localement, et qu'en fait, ce qui se passe au tiers-lieu à Redon, parce que c'est les jeunes de Redon et parce que c'est Redon avec du coup tout le côté socio-économique qui est celui de Redon et qui n'est pas le même qu'en Ariège, etc. Donc forcément, les projets et les envies, etc., elles vont être différentes. Et donc en fait, moi, je trouve que la question des appels à projets, en fait, elle se saisit pas du tout des expérimentations qui existent. Et ce qui est quand même un petit peu dommage, parce qu'au fait, c'est facile de se faire financer. Enfin, c'est facile. Tout est relatif, mais c'est plus facile de se faire financer sur des expérimentations nouvelles, sur des innovations. Et l'année d'après, on n'est plus innovant. D'un coup, on ne sait pas. Alors que l'année dernière, on était super innovant, c'était super. Et l'année d'après, plus du tout. Et qu'au fait. Enfin, je vais te laisser compléter, Maxime, parce que je sais que tu adores ce sujet-là. Mais juste pour savoir, il s'agit aussi de chercher des relais ensuite, de trouver des relais au financement du FEJ. C'est aussi l'idée. Après, on est toujours là, quand même. Bravo pour ça. On est toujours vivant, alors que donc il y a eu différents cycles. Alors je ne sais pas si on va réussir à survivre à la fin de 2025 et à la fin de ce mandat, mais en tout cas c'est on a du mal à se faire financer sur ce qu'on fait et sur en fait notre méthodologie pédagogique justement d'avoir un espace d'expérimentation pour les jeunes, d'avoir un espace de participation qui est au fait un espace de liberté. Et ça, là-dessus, on a du mal à se faire financer. Donc après, on commence à être assez doué à faire du storytelling pour faire rentrer ça dans de l'insertion professionnelle, sur de l'emploi, sur la question de la santé. Et on peut faire au fait rentrer à peu près tout ce qu'on veut dans les bonnes cases, etc. Mais au fait, c'est du travail d'ingénierie qu'on utilise énormément pour ça, et que du coup, c'est peut-être 70% de mon temps que j'utilise pas auprès de la jeunesse qui est pour le coup est dans un état de santé et de vulnérabilité qui n'a jamais été aussi élevé de haut de mes 30 ans, mais en tout cas, j'ai jamais vu à ce point-là, même en 2020, post-Covid, quoi. Et si c'était à refaire, cette participation au FEJ, vous le referiez ? Ah bah nous, le FEJ, ça nous a permis de nous lancer. En fait, sans le FEJ, je pense, on n'existerait pas déjà. Donc c'est vraiment le gros financement qui nous a permis d'avoir plein de petits à côté, qui nous a permis de pouvoir se développer, et du coup derrière de pouvoir, grâce aussi du coup au travail qu'on a pu faire avec Maxime d'évaluation, et ça j'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir vraiment externaliser l'évaluation, parce que c'est pas toujours simple de s'auto-évaluer, et du coup d'avoir aussi des personnes extérieures, et du coup pour pouvoir parler aux institutions, c'est plus simple de faire venir des tierces personnes plutôt que de le faire nous-mêmes. En plus, nous on est une grosse association, enfin la Fédé c'est une grosse association qui est locale, mais on est 50 salariés, on est sur plein de volets, donc en fait un peu de développer quelque chose, ça peut mettre en péril d'autres aspects d'autres secteurs, etc. Donc d'avoir des personnes extérieures qui peuvent parler des impacts, que ce soit sur les jeunes, sur le collectif et sur le territoire, ça a été super chouette. Ça nous a permis aussi de pouvoir du coup rentrer après le FEJ dans un autre cycle où on a eu d'autres gros appels à projets. C'est là où ça nous inquiète un peu, c'est que du coup à chaque fois on arrive à avoir des appels à projets qui nous refont partir sur un cycle de 2-3 ans. Donc là on a pu avoir des gros financements pour travailler sur la santé mentale notamment, et que là du coup la fragilité institutionnelle actuelle et l'actualité politique nous fait penser qu'on n'aura pas de gros appels à projets nouveaux, et que du coup fin 2025 et à la fin de ce cycle là, je donne pas très cher de notre peau, vu nos différents départements sont en faillite. La ville de Redon, c'est la ville de Redon, donc on est à 1% de nos financements. L'agglo, pareil, donc Inch'Allah, comment dire ça. Maxime Lecoq. Non, mais beaucoup de choses ont été dites et je suis vraiment en raccord avec ça. Sur la question de l'SMA, je pense pas que ça soit là la solution. Je pense que ça c'est une logique d'État, qui est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que l'idée même d'un SMAge n'a pas d'intérêt ? Non, je pense vraiment. Je pense que c'est plutôt ce que soulignait Mona et qui est intéressant de dire sur le travail de jeunesse et les besoins en ingénierie. Aujourd'hui, les 3 personnes qui portent le tiers-lieu sont des gens qui ont des masters Bac+5 et qui viennent pas du territoire, et qui ont réussi à développer ça. Donc je pense que ça raconte plutôt du besoin
de formation du travail de jeunesse, à la fois politique, à la fois technique, vu dans comment tourne l'action publique. Je pense que ça met, enfin, en tout cas, et puis sur le FEJ, oui, ça nous a mis le pied à l'étrier, puisque ça nous a permis d'embarquer dans une relation de coopération de recherche-action de presque 4 ans. Ça a été un dispositif, mais additionné à d'autres, à moi, une thèse CIFRE, au dialogue structuré européen, derrière à d'autres financements. Mais ça a été très, très structurant. Je pense que et ça a renforcé le côté coopération acteurs-chercheurs. Ça a été bien dit tout à l'heure, l'espace de réflexivité, soutenant l'action, tout ça, ça a été très porteur. Je pense, voilà, donc je pense que ces logiques-là sont à soutenir. Logique des SMH, je suis pas sûr. Voilà. Les SMH, moi, je le vois comme une manière de s'inspirer des bonnes idées ailleurs. Sur le principe, vous, ça vous semble pas pertinent? En fait, l'essaimage, le truc de l'essaimage, ça vient des politiques industrielles économiques. C'est reproduire un produit qui marche quelque part. Pour moi, on est dans les sciences humaines, on est dans la sociologie, on est dans la société. Je veux dire, Mona, c'est Mona, Redon, c'est Redon. On a des savoir-faire, certes, mais tout le monde a des savoir-faire, tout le monde a des capacités. Plutôt à renforcer les capacités locales, collectives. Vous avez bien compris qu'on partait par le bas, on construisait avec les jeunes. Donc je ne suis pas sûr que catapulter un dispositif d'en haut, ça soit la bonne solution. Non. On voit bien que depuis longtemps, ça ne marche pas. Et en Ariège, qu'est-ce qu'on pense de l'idée de l'essaimage? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, je voudrais quand même apporter une nuance au propos que je tenais tout à l'heure, parce que, effectivement, cette expérimentation a quand même nourri notre réflexion. Comme je le disais, ça s'inscrit aussi dans un processus, et à nous maintenant aussi, c'est de notre responsabilité que d'inscrire l'ensemble des actions qui sont menées. On a aujourd'hui le conseil départemental qui a saisi le CESE-A, donc l'équivalent du CESE ariégeois, sur les questions de jeunesse. Donc il y a vraiment une volonté de faire un réel travail sur ces questions-là, mais une difficulté quand même à tout articuler. Et l'expérimentation a été finalement le truc en plus qu'on a du mal aussi à articuler avec le reste. Je voudrais quand même remercier particulièrement l'équipe de l'INJEP, avec qui on a quand même eu une relation étroite, et même si je pense que je peux avoir été pénible parfois dans mes interventions téléphoniques sur justement ces dimensions et cette réflexion plus politique, mais c'est vrai qu'on a eu un accompagnement quand même très étroit. Élodie sans chagrin est venue en Ariège sur un moment de bilan, et je l'en remercie parce que finalement, c'est quand même très loin, Paris et l'Ariège. Nous, on a été obligés, pour venir, de passer par Montpellier parce qu'il y avait des travaux sur la ligne. Enfin bon, donc on a mis un certain temps pour arriver. Donc merci à Élodie de l'avoir fait. Et c'est vrai que c'est aussi des moments où on rencontre les personnes et on mesure aussi vraiment la réalité, je pense, des fonctionnements. Pareil avec l'agence phare, même si nous, on aurait aimé être davantage dans une logique d'évaluation embarquée, et non pas d'évaluation qui pourrait être assimilée peut-être un peu à une évaluation contrôle, même si ça n'a pas du tout été. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé aussi que l'évaluation, au fil de l'eau, nourrisse nos travaux et qu'on puisse avoir des éléments effectivement théoriques. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé aussi de l'importance d'avoir un chercheur, en l'occurrence c'est une sociologue. Donc nous, on aime bien effectivement aussi avoir cette dimension universitaire et cet accompagnement qui nous permet d'aller au-delà de notre entre-soi, parce que nous, on a un petit département, 150 000 habitants, on fait rapidement de l'entre-soi. Donc être nourri de l'extérieur, c'est fondamental. Donc pouvoir être sur des logiques effectivement d'évaluation embarquée, plus que d'évaluation contrôle entre guillemets, on aurait effectivement préféré. Mais je voulais quand même apporter cette nuance et ce remerciement à l'équipe de l'INJEP. C'est tout à votre honneur de terminer là-dessus. Un dernier mot peut-être, Claire Boivin, avant de passer la parole à la salle. Peut-être juste sur la question de l'essaimage, nous, effectivement, sans forcément chercher à calquer des modèles, parce que nous, on l'a vu même à l'échelle du territoire ariégeois, que ça n'avait pas forcément de sens d'essayer de répliquer la même chose d'une partie du département à l'autre. Nous, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant dans l'évaluation, c'était qu'il y avait aussi des postures qui avaient été expérimentées, qui étaient des postures de souplesse, de flexibilité dans l'accompagnement, de disponibilité, et puis en fait aussi, tout simplement, le fait qu'il y ait un nombre finalement pas si faible, enfin 3 accompagnateurs à temps plein sur de l'accompagnement de projets de jeunes sur un petit département. Ça permettait vraiment d'avoir un suivi sur mesure et très intéressant. Et je ne pense pas qu'on puisse forcément formaliser un dispositif qui serait réplicable à tous les territoires et tous les formats en fonction qui sont dotés effectivement de structures différentes avec des populations différemment structurées. Mais en revanche, je pense que cette posture d'accompagnement souple et flexible, nous, on a vraiment voulu montrer qu'elle était porteuse d'effets, notamment pour les jeunes les plus vulnérables. Et ça, je pense que c'est en tout cas un enseignement à garder en tête
et qui peut tout à fait se déployer n'importe où, quel que soit le dispositif expérimenté. Merci beaucoup à tous les quatre. On va passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages, n'hésitez pas à lever la main. On a une question ici, au milieu. Même chose, si vous pouviez vous présenter avant de prendre au début de votre prise de parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je travaille chez Vers le Haut, un think tank dans l'éducation et la jeunesse. Et j'avais une question pour les Bretons. J'étais, il n'y a pas si longtemps, à Redon, Pontchâteau, etc. parce que j'ai appris que en fait, la communauté de communes de Pontchâteau travaille avec l'association Osons ici et maintenant. Et je me demandais dans quelle mesure vous pouviez, par exemple, vous rapprocher de ce projet-là, qui est un projet sur plusieurs années, qui peut-être peut permettre de créer de nouveaux ponts et des nouvelles passerelles entre les jeunes aussi. Nous, on connaît très bien Osons ici maintenant, parce qu'en fait, ils sont arrivés sur le territoire de Redon en même temps que, l'année où on a créé le parallèle. Donc, les 2 premières années, lorsqu'ils développaient un autre projet, ils étaient même intégrés au sein du parallèle. Ils avaient leur bureau au parallèle et les jeunes du Osons ici maintenant étaient au parallèle. Donc on les connaît bien. Après aujourd'hui, là, ils développent du coup un projet à Pontchâteau. Donc on accueille toujours 4 services civiques donc c'est une association à l'échelle nationale qui développe différents programmes jeunesse pour les jeunes adultes à l'échelle sur différents territoires et entre autres celui de Redon. Après sur vraiment le territoire de Pontchâteau, au final, c'est pas trop les territoires de vie de ceux que nous on accueille au sein du parallèle. Donc, et en plus, ils travaillent plutôt avec les ados, donc plutôt les 13-17 ans, là où nous on est avec les 16-30 ans. Mais en tout cas, c'est des partenaires. On n'est pas nombreux à travailler sur les jeunes adultes à Redon, donc on se connaît assez bien. On a une approche un peu différente, mais que je pense qui est assez complémentaire. Nous, vraiment, quand on présentait le parallèle au départ, dans les parcours d'accompagnement, au même titre que le labo, on avait le parcours que proposait WAM et faisait partie de notre présentation même du parallèle. Donc on se connaît bien, on travaille ensemble. J'ai une question anecdotique, mais pourquoi le parallèle? Pourquoi ce nom? Ça a été tout un processus. Alors, il y a eu tout un processus de participation pour choisir le nom. C'était de la co-construction. Exactement. Alors, c'est plus que la co-construction. Alors, du coup, d'abord, il y a eu toute une boîte à idées avec des noms, on les a tous marqués, tout le monde pouvait voter je mets mon veto à je suis complètement d'accord, avec plein de nuances. Donc il y avait 5 nuances et on a gardé celui qui avait, après il n'en restait plus que 3 et du coup bref. Et donc ça a été un choix de 100 personnes. En fait à la base, parce qu'il y avait un autre tiers-lieu jeunesse à Morlaix qui s'appelle le 2D et on s'était dit tiens si on se donnait un côté géométrique dans tous les tiers-lieux jeunesse de Bretagne. Alors, ça n'a pas du tout marché, parce qu'il n'y a que nous deux. Mais... il y aura bientôt un triangle isocèle. Parce que comme dans le TELA, un des collectifs, c'était le 2D, et c'est le premier lieu qu'on a visité. Du coup, on s'est dit, même au départ, on était les parallépipèdes, enfin bref, on était restés dans les... Et du coup, pour ceux qui étaient vraiment contributeurs, on appelait ça les contributeurs au carré. Enfin, vraiment, on était dans une logique mathématique. C'est magnifique. Une autre question dans la salle ? Madame. Oui, bonjour, Amina Rouillet-Dorfeuille. Moi, je travaille à accompagner des projets collectifs, pas que en direction des jeunes, en ce moment, c'est le cas, notamment sur les questions de gouvernance. Et je serais très intéressée, notamment sur le projet en Bretagne, mais pas que. Quel est votre modèle de gouvernance? Comment vous associez les jeunes? Comment c'est en réalité, en vrai, sur le terrain? Choisir un nom, déjà, ça a été compliqué. Ouais. Ça nous donne un premier indice. Voilà, c'est ça. Alors du coup, déjà, en fait, la gouvernance, donc l'idée, c'est vraiment que le lieu il soit administré par les jeunes de 16 à 30 ans. Donc déjà, nous, notre règle qu'on se donne, donc on est plusieurs salariés, la règle qu'on se donne, c'est qu'il n'y a aucun projet qui est à l'initiative des salariés. Donc ça, c'est notre règle numéro 1. Et après, du coup, on a créé différents espaces qui ont évolué au fur et à mesure du temps, parce que du coup, au départ, il y avait tout à faire. On avait 200 mètres carrés, on avait un ancien PMU. Même, je précise, on avait un ancien PMU. Non, parce que c'est quand même le rêve d'une vie d'avoir un PMU. Non, mais du coup, il y avait plein d'espaces, il y avait différentes salles, etc. Donc l'idée, c'était vraiment, on avait des temps de réflexion. L'idée, c'était vraiment des espaces où on se disait, ok, qu'est-ce qu'on fait de cet espace-là? Comment on s'approprie les espaces? Comment on prend les décisions? C'est quoi nos règles collectives, etc. Donc ça a été vraiment un temps qui a été long et qu'en fait, entre autres, le projet, pour rebondir sur le projet TELA, ça nous a permis aussi de voir d'autres collectifs, d'autres espaces et du coup de pouvoir se dire, ah ouais, non, mais nous, on veut plutôt ça, nous, on fait plutôt ci, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir déjà tous ces temps-là. Donc
qui a été vraiment les temps de construction. Et du coup, aujourd'hui, il y a déjà des choses il y a déjà un fonctionnement qui existe. Donc, on a toujours ces temps de réflexion qui existent. On a des temps, une fois par semaine, qui s'appellent des temps de programmation collective. Donc, où là, il y a tous les jeunes qui veulent participer, dont aussi ceux qui sont en service civique avec nous, dont ceux de WAM d'ailleurs, et toutes les personnes qu'on appelle nous les contributeurs du lieu, où l'idée c'est de faire de la programmation collective. Donc l'idée c'est c'est quoi les projets qu'on veut faire, vendredi il y a une scène ouverte, qui s'occupe de quoi, etc. Donc de faire vraiment la programmation du lieu, parce qu'on est à 4-5 événements par semaine, donc ça demande quand même des choses. Après on a du coup des espaces où l'idée c'est aussi d'avoir des espaces de participation qui sont assez libres. Et donc on a essayé de faire un outil qui s'appelle l'échelle de la participation. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, les contributeurs, ils peuvent se placer sur une sorte d'échelle où il n'y a pas d'injonction à être le plus haut de l'échelle, mais du coup d'essayer de savoir pourquoi les gens ils sont là. Donc il y en a, la plupart c'est moi je suis là juste parce que j'ai envie d'être là, et du coup nous notre seul minimum de participation, c'est la participation à la vie quotidienne, parce qu'à partir du moment où tu vis dans le lieu, tu participes au ménage, etc., et à la vie quotidienne du lieu, jusqu'à moi je veux participer à la stratégie politique du lieu. Donc en fait ils peuvent se placer, du coup nous on sait à peu près où est-ce que les gens ont envie de se retrouver dans la participation, parce qu'au départ on était très innocents et on disait non mais tous les gens qui sont là, ils doivent participer à la gouvernance, et en fait il y a des gens ça les saoule complètement, il y a des gens ils viennent uniquement dans le lieu parce qu'il y a une gouvernance collective. Donc l'idée c'était aussi de faire en sorte que le lieu il existe, que chacun puisse s'y retrouver dans les possibles de participation. Et donc c'est des choses qui ont vachement évolué en fonction du temps depuis 4 ans, et qui va continuer j'imagine à évoluer. Et puis donc parfois il y a des conflits, et du coup ça fait refaire changer complètement le système, et du coup on avance comme ça. Je peux témoigner d'un, parce que vous avez vu, je suis un peu impliqué, mais je suis quand même un peu critique, il faut. Et du coup, pour refaire l'évolution, ce qui est intéressant, pour répondre à votre question aussi, c'est qu'ils sont partis d'un idéal autogestionnaire au départ, qui s'est confronté au réel, notamment dans une période où il y a une confrontation de principes, c'est-à-dire qu'à la fois, ils prenaient un accueil inconditionnel de jeunes, et de l'autre, ils prenaient une sécurisation des jeunes. Et au bout d'un moment, par rapport à certains cas, donc on est sur des jeunes déjà très vulnérabilisés qui viennent au lieu pour être sécurisés, et des états d'urgence sanitaire de certains jeunes ont insécurisé les jeunes qu'on devait sécuriser. Et ce qui a du coup remis en question l'accueil inconditionnel, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en capacité d'accompagner certains jeunes dans certaines situations. Et de là, en fait, ça a remis une forme aussi d'autorité de l'équipe professionnelle qui a dit bah non, en gros, si on a à choisir, on va plutôt sécuriser les jeunes qu'on peut accompagner et faire un accueil qui est peut-être moins conditionnel que ce qu'on prévoyait. Et du coup aussi, ça a remis en question la question d'autogestion. Ils ont dit bah non, finalement, c'est pas autogestionnaire ce lieu, il y a une équipe professionnelle, donc il y a une gouvernance avec effectivement, ils ont plus ciblé qu'est-ce qui était vraiment partagé comme pouvoir et qu'est-ce qui ne l'était pas, qui était de l'ordre de l'équipe. Et c'est pour ça que ça se construit au fil. Là, aujourd'hui, il y a encore une nouvelle période où ils sont dans un nouveau lieu, où du coup, il y a peut-être eu moins un travail sur l'accueil inconditionnel. Donc, il y a la politisation des jeunes qui est bien présente, qui est là leur lieu, qui est leur espace, ils se politisent. Enfin, voilà. Donc, c'est assez marqué LGBT+, ce qui fait que vu qu'il y a peut-être un travail, ça, c'est toi qui m'en parles en ce moment, de réouverture du lieu, ça fait que peut-être qu'il y a moins de mixité qu'il y avait avant, donc c'est à reconstruire. Voilà, c'est des choses qui se construisent c'est par le faire, par les rencontres, mais c'est toujours remis en question, quoi. Au fait, c'est vrai que l'avantage de créer un lieu, c'est que du coup, il n'y a pas d'imaginaire autour, et du coup, l'accueil, il était fou. C'est-à-dire qu'on arrivait à avoir en même temps des jeunes queer qui étaient dans des parcours de transidentité, avec en même temps des gens militants, chasseurs, etc., des anciens militaires qui voulaient porter des projets sur les armes à feu. Enfin, c'était quand même une mixité qui était quand même assez fou, et qui en même temps du coup au bout d'un moment se frotte à des réalités, et que du coup on a remis le cadre sur le fait que, en tout cas, pour revenir à ce que disait Maxime sur le fait qu'en tout cas d'assurer une sorte de safe place, qui était un truc qui était très très fort au départ, et encore plus au moment de la crise Covid, etc., et qui a été très marquant pour les contributeurs du parallèle. Je vais en parallèle parce que je m'y sens bien et parce que je me sens en sécurité, et ça du coup on s'est gardé le pouvoir de le sécuriser, et du coup parfois les masculinistes ils se sentent moins bien accueillis, mais bon. Et ce sera le mot de la fin, c'est magnifique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous quatre. C'était passionnant. Je vous laisse quitter la scène.